Bonjour, je suis avec Louis Duc sur Fil Group Lantana Environnement, donc il s'apprête à partir pour son premier Vendée Globe. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton bateau, s'il te plaît? Exactement. Alors ce bateau, c'est un PRB. Et il a été construit sous les corps de PRB en 2006-2007 pour Vincent Rioux. C'était le sister ship de Foncia de Michel Deleuze qui remporte le Vendée Globe avec, qui est devenu ensuite Foncia, c'est devenu Hubert, le bateau de Jean Le Cam sur le dernier Vendée. Et donc ce bateau-là, à quelque chose près, c'est un sister ship du bateau de Jean. Et quand on l'a donc ce bateau, donc il est effectivement sous le corps de PRB au début. Ensuite, il a fait un tour du monde avec Arnaud Boissière sous le corps d'Akenna Véranda. Il a été vendu à Tanguy de la Motte et c'est un bateau Initiative Cœur pendant 4 ans. Tanguy il a modifié un peu le bateau, comme le bateau de l'ancien Foncia, ils ont été modifiés sur des étraves, ils ont changé les 6 mètres d'étrave. Et ensuite, il a été un petit peu maître coq pour Yannick Bestaven sur la route du Rhum. Et puis, il a été vendu à Fortil pour Clément. Et le bateau, malheureusement, en 2019, au départ de la Trente Jacques Vabre, a pris feu dans le bassin, Donc 3 jours avant le départ de la Jacques Vabre. Clément Giraud, hein. Clément Giraud. Et pour le coup, le bateau part pas. Et par les assurances, le bateau est déclaré épave non réparable. Et donc, le bateau est en stand-by à Caen, en attente de soit de destruction, soit de finalisation de dossiers d'assurance et tout ça. Et c'est une période où moi, je suis à la fin de mes projets classe 40. J'ai d'ailleurs moi-même perdu mon bateau en classe 40. J'ai fait naufrage et donc je perds mon bateau. Et donc plus de bateau. Le Covid aussi qui arrive derrière tout ça. Il se trouve que nos assurances remboursent un peu le bateau qu'on a perdu. Donc on finit avec un petit peu d'argent sous le coude. On rembourse les prêts bancaires et tout ça. Puis il nous reste un petit peu à la fin. Et puis pendant le Covid, on se creuse un peu la tête et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, forcément, j'ai l'envie de faire le Vendée Globe depuis des années. Ça fait beaucoup de temps que cette course, ça me fait rire. Puis je suis gamin et mon but, c'est d'y aller. Et je me dis, là, c'est le moment, après avoir fait 10 ans de classe 40, c'est peut-être le moment de changer de série, de changer de circuit. Je crois que j'ai fait beaucoup de choses en 40 pieds. J'ai eu l'occasion d'avoir un bateau neuf avec des révolutions sur le bateau. On avait conçu en 2017 le bateau Carac, qui était le premier SCO de la classe 40. Qui était révolutionnaire à l'époque, un seul étage de barre de flèche sur le gréement, avec le groupe Lombard qui arrive à trouver la solution pour faire un SCO en classe 40, ce qui n'existait pas avant. Donc c'était de faire une étrave pointue avec un SCO derrière. Et ensuite, ça a donné lieu aux bateaux comme le bateau d'Yann Lipinski, comme les Mac 4 et tous ces bateaux-là, une nouvelle génération de bateaux qui sont là maintenant. Et on a été la cassure dans cette classe. Et donc, après avoir ce projet qui était extraordinaire, je me dis, qu'est-ce que je vais refaire de mieux en classe 40? Je vois pas ce qu'on peut refaire avec des idées nouvelles et tout. Et donc, je ne me vois pas refaire du 40 pieds. Et donc, j'avais envie d'aller au Vendée. Donc, il faut trouver une solution. On n'a plus de sponsors, on n'a pas beaucoup d'investissement devant nous, on n'a pas d'emprunt, on n'a rien. Et donc, je propose un projet de racheter ce bateau qui est en épave, à Caen, qui est un chantier que je connais bien, un chantier V1D2. Donc je fais un peu le tour du bateau, j'essaie de comprendre ce qui se passe, ce qu'on peut potentiellement lancer comme opération pour le réparer, qu'est-ce qui était imaginé pour le faire, pour qu'on puisse dire que c'est un bateau non réparable. Je fais le tour de tout ça et puis on fait une proposition de rachat de ce bateau. Avec Jérôme Lepout et Marc de Lorrain, qui sont mes deux associés depuis 10 ans sur les bateaux sur lesquels on a investi en classe 40. Donc ça c'est le projet initial. Et puis donc l'offre, on fait une offre pour racheter ce bateau. Ça prend un peu de temps, plusieurs mois, et à la fin c'est accepté. Donc on se retrouve avec ce bateau, en kit dans un chantier, avec un petit peu d'argent, mais pas grand-chose, pas assez pour le réparer. Il faut une enveloppe de 500 000 euros pour le réparer, on avait 200 000, donc il manque 300. On se dit, on va créer une petite équipe quand même pour lancer la reconstruction. On fait analyser le composite aussi pour voir où on en est par rapport à l'état réel du bateau. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont sauvables, qui étaient dit non réparables. Donc on creuse et puis pour réparer ce bateau, on se dit on va créer une équipe pour le faire et on va embaucher les gens nous-mêmes. On va faire notre chantier à nous pour réparer le bateau. Si tu missionnes un chantier naval pour le faire à 70 euros de l'heure, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien, ça sera beaucoup trop cher et du coup ça vaut pas le coup de le réparer. Par contre, si toi tu te dis je monte l'équipe pour le faire, là ça peut être intéressant. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait ça. On crée une petite équipe et puis moi je me dis à un moment il faut aussi retrouver les fonds pour lancer la reconstruction du bateau. Et ensuite, il faudra trouver des sponsors pour courir. Mais c'est deux étapes différentes. D'abord, il faut reconstruire le bateau pour que le bateau soit viable. Et ensuite, il faudra trouver les sponsors. Et donc, il manque 300 000. On va voir les banques avec le projet de dire on va réparer le bateau. L'objectif, c'est de faire le Vendée Globe. On va rechercher les partenaires pour amortir le bateau et tout ça. Donc, sur le papier, c'est très bien, sauf que les banques, les garanties ne leur plaisent pas. Et l'idée de revendre le bateau une fois réparé, ça ne leur plaît pas non plus. Bon, ce qui me paraît pas anormal.
Enfin, en tout cas, pas étonnant, parce que les banques, on sait très bien qu'elles ne prennent pas de risques. Et donc voilà, on sait que ça ne fonctionnera pas. Par contre, on se dit, il va falloir trouver une autre solution. Et donc, on commence à fouiller. Je regarde les plateformes de crowdlending. On trouve ça sur le net. Il y a des plateformes qui disent, tu as un projet, tu veux agrandir ton bâtiment, ça coûte 500 000 euros. Tes banques elles vont peut-être te dire oui, mais dans 6 mois, toi, tu as envie d'avoir tout de suite pour faire les travaux. Place ton projet. Et puis, si le projet est sympa, il y a des gens qui investissent dessus à des taux très élevés. Et puis, en 24 heures, tu arrives à réunir les fonds. Donc, je regarde ça c'est vachement bien. Mais les taux sont beaucoup trop élevés pour nous. Le but de ces trucs-là, c'est de les rembourser le plus vite possible. Et là, c'est pas l'esprit. Donc je me dis, ce qui serait vachement bien, c'est de pouvoir faire participer un maximum de gens à devenir un peu, pas actionnaires, mais à organiser du prêt. Et on va proposer aux gens de se substituer aux banques. Et donc on a essayé de trouver un fonctionnement pour ça. Donc je me suis fait accompagner d'un gestionnaire de patrimoine qui était le président de l'école de Val, dans lequel on a filé un petit coup de main à l'été du Covid. Un cabinet d'avocats qui nous file un coup de main aussi. Et puis on trouve un système qui s'appelle le prêt obligataire, qui permet de réunir des investisseurs sur un projet qui ne sont pas actionnaires de l'entreprise, mais qui ont un petit intérêt dans l'histoire. Et donc ça marche dans une limite de 150 personnes pour ne pas devenir un institut bancaire, et avec un contrat bien défini. Donc c'est toi qui mets les lignes de ton contrat, et donc on propose aux gens d'investir avec nous, avec un petit taux d'intérêt de 2%, et on diffuse l'information. Donc l'opération, on avait appelé ça « Votre épargne autour du monde », en clin d'œil un petit peu à Bertrand de Broc qui lui finançait son projet avec votre nom autour du monde. Nous on a trouvé ça rigolo d'appeler ça votre épargne autour du monde. Et donc on lance l'opération. Alors au début le fonctionnement il n'est pas bien trouvé, mais on commence à communiquer sur ce principe de dire on va proposer aux gens d'investir avec nous. Et puis petit à petit on trouve le système, donc du propriétaire, tout ça, on formalise un peu les choses. Ça coûte un petit peu d'argent aussi de formaliser ça, parce qu'il y a un cabinet d'avocats derrière, il faut changer les statuts de la boîte, il faut passer en SAS, tout ça, donc ça demande un petit peu d'investissement et de prise de risque. Et je dis ça vaut le coup, parce que d'abord, ça va nous aider à communiquer sur le projet, de parler du fait qu'on récupère un bateau en épave qu'on reconstruit, et puis de proposer aux gens un nouveau système de financement, ça peut être un peu révolutionnaire aussi. Et toi, l'idée de se dire, on propose aux gens d'investir avec nous, mais avec un intérêt su, ça veut dire que c'est pas que du prêt. L'idée de se dire, c'est des gens qui ont un petit peu de trésorerie, plutôt que l'avoir sur leur compte en banque et que ça rapporte rien, c'est de nous le prêter à nous et nous on leur rembourse un petit peu ça avec le petit intérêt, qui n'est pas hyper élevé, c'était 2%, c'était aussi un peu pour dire, c'était pour dire on vous rembourse un petit truc, ça vous coûte pas plus de le placer sur vos comptes que de le mettre pour nous, et puis ça participe à un projet. Et en fait on s'est aperçu, parce que ça s'est fait pendant le Vendée Globe 2020, et on s'est aperçu que ça plaisait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le Vendée Globe, et là d'un coup les gens pouvaient devenir acteurs d'un projet. Ce qui est plus pareil que suivre être passif sur le truc. Et donc, alors forcément au début, tu as des gens qui te connaissent, qui placent un petit peu d'argent, ils ne le placent pas pour gagner de l'argent, ils le placent parce qu'ils sont contents d'en être. Et petit à petit, en fait ça se développe et on a des Italiens, des Belges, des Américains, des gens un peu partout dans le monde qui ont participé et qui suivaient le Vendée Globe. Et ça c'était extraordinaire. Et en 40 jours, au mois d'avril, on a réuni les fonds pour réparer le bateau. Et il faut savoir que nous, pendant ce temps-là, on avait continuer à réparer. On n'a pas attendu d'avoir les fonds pour lancer l'opération, comme beaucoup en mini quand on construit des bateaux. On n'attend pas d'avoir l'argent pour faire les choses, parce que sinon tu fais jamais rien. Donc on avait continué à reconstruire le bateau avec toute notre équipe et tout, et puis petit à petit les fonds sont revenus pour réparer, mais on n'a pas perdu de temps. Et ce qui a fonctionné là-dedans, c'est le fait de dire aussi, d'habitude, quand je suis sur les bateaux ou en chantier, je vais prendre la meuleuse, je vais faire du composite, je vais bosser avec tout le monde. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour la première fois, je me suis sorti de la technique. J'étais là tous les jours dans le chantier, je voyais tout ce qui se passe. Et par contre, je me suis sorti les mains de la colle pour pouvoir aller à la recherche de fonds. Et ça a beaucoup aidé dans ce projet parce que, à un moment, tu fais rien tout seul sur ce genre de bateau. Et donc, ma place, elle était plus sur le chantier, en tout cas les mains dans la colle, elle était plutôt à aller chercher les fonds. Et le fait de faire ça, on a raconté l'histoire plein de fois. Et au final, ça a bien fonctionné. Donc tu as récupéré tes 300 000 euros qui manquaient. Exactement. Et du coup, tu as pu refiter le bateau. On a pu refiter le bateau et puis créer l'histoire qui intéresse aussi. Et en fait, en faisant cette histoire de sauver un bateau qui était voué à la poubelle, ça parlait de l'économie circulaire, ça a mis aussi l'énergie qu'on peut avoir à faire un projet. On n'attend pas que les gens nous financent pour partir faire un truc. On a tout mis sur la table pour y aller, on s'est battu pour le faire. Et en fait, ça rassure aussi des gens qui pourraient devenir partenaires. C'est comme un chef d'entreprise qui crée son entreprise, qui investit sur du matériel pour y aller. Je pense que ça rappelle un peu l'état d'esprit de chefs d'entreprise qui se sont battus pour monter des boîtes. Et je pense que ça, un chef d'entreprise, quand il rentre dans ce genre de projet, ça l'interpelle. Et donc je pense que cette histoire qu'on a créée autour de ce projet, elle a beaucoup plu à des chefs d'entreprise.
et notamment Lantana paysage, Lantana environnement ensuite, qui est le patron Guillaume de Germay, qui avait déjà été un sponsor à l'époque. Lui, il était déjà à fond déjà à aider sur le prêt obligataire, et puis ensuite c'est devenu le premier partenaire à se lancer sur l'histoire de la 30 Jacques Vabre. Il faut savoir que pendant qu'on réparait le bateau, pendant que le bateau il était en chantier, il n'y avait plus de roof, les cloisons pendaient dans le carbone comme ça à l'intérieur du bateau. Toi tu verras à l'intérieur de tout à l'heure, tout ce qui est carbone apparent, tout ça c'était cramé avant, c'est neuf ça, tout ça. Donc on a aussi modifié beaucoup le bateau. Et donc pendant que dans ce chantier, là, on a enlevé le roof du bateau parce qu'il était cramé, les cloisons et tout, le bateau était en kit. Et puis j'avais eu un coup de fil de Marie Tabarly qui m'avait dit écoute, bon, on se connaît depuis quelques années, on n'est pas hyper potes comme ça parce qu'on se voit pas beaucoup, mais on se suivait tout le temps. Et puis elle m'appelle, elle me dit mais ton projet là, de récupérer un bateau, là, je trouve ça génial de racheter ce bateau. J'ai été la marraine de ce bateau là à un moment, je suis content que tu le récupères. Ça change un peu aussi des gros projets avec beaucoup d'argent. L'histoire elle est géniale, si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Et écoute, Marie est super et tout. Puis elle me dit, si jamais tu fais la Java, donc dans 6 mois, là, je serais content de, si tu veux, ramener le bateau avec toi, si possible. Mais c'est pas grave, mais si jamais c'est possible, je serais content. Je dis ok, bon, c'est moi la Jacques Vabre, le bateau il est en kit dans le chantier, j'ai pas un rond, on n'a pas d'argent pour réparer le bateau, on n'a pas de sponsor. Mais bon, pourquoi pas, hein. Et puis je raccroche. Et puis en fait, à un moment, je me dis, on va faire, si je fais un rétro-planning de ce qui se passe, déjà de la réparation du bateau, mise en route du bateau, si tout va bien, on peut remettre à l'eau en août, fin août. La Jacques Vabre, c'est début novembre. Potentiellement, c'est peut-être pas malin, mais c'est pas impossible. Du coup, je la rappelle le lendemain, écoute Marie, si on fait abstraction de l'argent, est-ce que ça t'intéresse de faire la Jacques Vabre? Je dis, mais c'était pas le but de mon appel. Je dis, non, mais bon. Il dit, oui, à fond, ok. Donc on se dit, moi je continue mon histoire de pré-obligataire, de continuer à chercher les fonds. Et puis en parallèle, si tu veux, on se lance une opération pour essayer de trouver des financements et du sponsoring pour financer le budget de fonctionnement et faire la Jacques Vabre. Donc on part là-dedans, sans savoir où on va. Et puis on met 1 mois, 2 mois, puis au bout de 2 mois, on regarde où on en est. Et puis si ça marche, ça marche pas, on arrête. Et puis finalement, on sent qu'on a de l'intérêt auprès des entreprises qu'on rencontre. Marie, forcément, elle ouvre son réseau aussi, qui est bien plus énorme que le mien. On a accès à rencontrer plein de gens, ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, on sent l'intérêt des gens sur ce projet. Et donc, ça nous donne envie de continuer. Et puis, finalement, on a Lantana qui rentre dans l'histoire. On a Costume by Cadieux, et qui est un des premiers partenaires à se lancer aussi là-dessus pour la Jacques Vabre. Et finalement, on trouve tous des petits partenaires qui rentrent dans l'histoire. Et on est au présent sur la Jacques Vabre avec Marie. Et ça, c'était une histoire de dingue. Voilà. C'était le début de l'histoire. C'était le début de l'histoire pour arriver à un bateau qui navigue et commencer aussi toutes les qualifications du Vendée Globe. C'est-à-dire qu'on est présent dès le début en 2021 sur la Jacques Vabre, donc première année après le Vendée 2020. Le bateau il navigue, nous du coup on devient crédible auprès des gens. Finalement on fait une belle performance avec Marie sur la Jacques Vabre. Vous faites combien sur la Jacques Vabre? On fait 14e, deuxième bateau d'avis derrière Apicil qui était le bateau qui a fait une super performance sur le Vendée Globe. Il connaissait le bateau par cœur avec Benjamin Dutreux. C'est ça, sur le Vendée, Apicil. Peut-être, ouais, c'est ça. Avec Damien Seguin. Exactement. Il court avec Dutreux, qui connaît bien les bateaux à dérive aussi. On se retrouve, on n'est pas à leur niveau. Par contre, on arrive devant plein de bateaux du Vendée, on arrive bien placé, on est heureux d'avoir fait ça. L'histoire elle est parfaite, quoi. Et depuis, tu as fait des modifs un peu pour le Vendée là? Alors depuis, là, c'était la plateforme, on a commencé à modifier le bateau. Alors quand on a imaginé la reconstruction de ce bateau avec l'équipe Lombard, qui m'a beaucoup aidé dans le projet, on avait imaginé la plateforme qu'on rêvait d'avoir. Et donc avec Eric Levé, il m'a dit, toi on va reculer les poids, on va modifier les ballasts, on va passer le bateau à la jauge 2016 pour gagner un peu de poids, c'est-à-dire qu'on vire tous les ballasts d'inertie, on les met sur les côtés, par contre on limite l'angle de quille, derrière on va mettre vachement de quête sur le bateau, parce que ces bateaux-là il faut lever le nez, donc on met de la quête, et puis par contre on avance les amures, ce serait bien de raccourcir le mât et enlever du poids en bas. Je dis, attends Eric, t'es un peu fou là, déjà si ça navigue c'est déjà pas mal. Par contre, ok, moi ce que je veux bien c'est que dans la démarche de reconstruction, tout ce qu'on peut faire on le fait. Donc tu as le moteur, on le recule de 3 mètres, on modifie la structure pour que ça marche. Les ballasts, on commence aussi à aller dans la config dans laquelle on veut aller, même si c'est pas à fond, tout ce qu'on doit refaire, on le fait dans cet esprit-là. Donc sur le premier chantier, c'est ça. Et ensuite, on se dit, si tout va bien, tous les ans, on va modifier un peu pour aller dans la plateforme dans laquelle on veut arriver. On ne le fera pas en une fois, mais on va le faire tous les ans un petit peu. Donc la deuxième année, le projet, c'est de modifier les dérives. Les dérives, c'était des dérives classiques en A, pour faire du prêt. Et puis l'idée c'est de faire comme Jean Le Cam, comme Apicil, comme plein d'autres bateaux, c'est de les mettre en plan porteur avec un petit peu d'incidence. C'est ce qu'on a fait. Et donc du coup on récupère le moule de dérive de Vincent Rioux, qui était pour PRB d'après, le plan Verdier, qui a fait des très belles dérives, beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, nouveaux puits et tout. Donc on se dit, on se lance là-dedans l'année 2022. Sauf qu'il faut savoir qu'au retour de la JAV 2021 sur le convoyage,
Il nous arrive une petite avarie, l'équipe ramène le bateau, et puis il y avait un défaut sur le tube, sur le mât, et le bateau démate sur le convoyage retour. Ce qui plombe un peu le projet, parce que c'était pas prévu de changer le mât, de changer les voiles, de changer tout d'un coup, quoi. Donc on se retrouve un peu en vrac début 2022, et mon choix c'était de dire, il ne faut pas qu'on retourne moins performant que l'année dernière sur la saison, il faut que quand on navigue, le bateau soit mieux qu'avant. Et donc il faut qu'on trouve un mât plus performant, et il faut qu'on remodifie le bateau comme c'était prévu. Alors ça c'est une énorme prise de risque, parce qu'on ne sait pas où on va. Et donc on lance ce chantier-là, il y a 10 personnes qui bossent sur le chantier, il reste un petit peu de fonds de l'année d'avant. On a des espoirs de trouver des sponsors, donc on met tout sur le papier pour que ça marche. Et en 2 mois, 3 mois, on modifie le bateau, les dérives, tout. On retrouve un mât, on rachète le mât de François Guébard qui a pendu à des joyaux. Donc le mât de 2012, qui est un mât un petit peu plus lourd que ce qu'il faisait maintenant, par contre plus fiable, 80 cm plus court. On voulait couper le mât d'1 mètre, donc toi c'est parfait. Donc on commence la démarche dans laquelle on veut aller. Du coup, comme on coupe le mât comme mât plus court, on peut enlever déjà du poids dans le bulbe, donc on coupe un bout du nez du bulbe. Toi, on va tout de suite dans la démarche de performance aussi. Et ça c'est génial parce que ça nous met dans cette dynamique-là. Donc en 2022, on ressort de là, on avait un plus court, bateau plus léger, tout comme on veut, dans la même démarche, avec par contre des voiles récupérées en vrac. On récupère des vieilles poubelles de voiles qu'on retaille pour aller sur le mât, parce que le but c'est de changer une fois le jeu de voile pour le Vendée Globe, mais pas 3 fois. Et donc on fait tout en occasion au début, donc on a les déboires qu'on a avec des voiles d'occasion qui cassent, machin et tout, pour se dire qu'à partir de 2023, donc la JAC 2023, on renouvelle le jeu de voile pour être tout bien nickel pour le Vendée Globe. Donc là, 2022, voilà. Là aujourd'hui, tu as ton jeu de voile. Aujourd'hui, on a le jeu de voile nickel, parfait, tout neuf. Et qui est fait chez qui du coup? Incidence. Voilà. Mais 2022, il fallait patienter pour faire des voiles. Sinon, c'est trop tôt avant le Vendée. Et donc, 2022, on modifie le bateau, on se qualifie, on fait des belles performances aussi. Je me souviens du défi Azimut où j'ai eu une petite satisfaction, où à la pointe de Penmen, je ressors en tête du truc. Ah oui, tu étais avec Bertrand Duquesne d'ailleurs. Ouais, Bertrand Duquesne, exactement, qui est décédé cette année, là. Mais effectivement, Bertrand, en Mediaman, il dit bon, je vais me mettre devant pour filmer des bateaux devant. Je dis non, il vaut mieux que tu sois derrière pour le coup. Alors il y avait les conditions parfaites du bateau, pas beaucoup d'air, 10 nœuds de vent. Moi j'avais mon J1 à poste qui était vachement bien pour ce genre de créneau. Je prends un départ qui était super propre, je me bagarre un peu, je suis en riette et puis je sors du truc en tête. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est ma petite satisfaction de temps en temps. Et parce que les autres, maintenant les foilers, ils n'ont pas de J1, mais toi tu as toujours un J1. Alors du coup non, le J1 qui était une voile qui était extraordinaire sur ce moment-là, il y a un créneau qui est quand même tout petit. Et du coup, suite un peu aux modifs qu'on voulait faire, on a avancé les amures, donc le J2 qui partait normalement 1,50 m derrière l'étrave, on l'a avancé à l'étrave pour augmenter la surface du J2. On a viré le J1 pour gagner une voile de plus supplémentaire pour les voiles de portant. Donc un Genac en plus. Voilà, c'est ça. Du coup maintenant, même un SPI. J'ai deux Genac et 2 SPI. Toi tu prends 2 SPI sur le Vendée là. Ce que font pas les autres, mais moi c'est ça. Il y en a qui les virent, qui mettent plus de SPI du tout, et moi j'en mets 2. Voilà. Ouais, mais parce que les foilers ils vont tellement vite. Voilà. Même dans les bateaux derrière, il y a des gens qui font le choix de pas avoir de SPI. Ah oui, même sur les bateaux derrière. Ils mettent des grands Genac. Moi je trouve qu'un grand Genac c'est hyper lourd. Tu navigues moins, tu es moins performant en VMG descente. Et puis c'est une voile qui vaut 2 fois plus cher qu'un SPI. Et puis je trouve que ça n'a pas les mêmes performances, pas les mêmes créneaux. Alors c'est un côté rassurant parce que c'est sur enrouleur. Mais d'un côté, une voile sur enrouleur qui merde, c'est pas bon non plus. Et du coup, moi j'ai beaucoup fait de classe 40 et beaucoup navigué sous SPI, j'adore ça. Et du coup, ça m'inquiète pas de naviguer sous SPI sur ces bateaux-là. Et un SPI d'Imoca, il fait combien de mètres carrés par exemple? Je crois que c'est 380. Comment tu fais pour la faller? Tu la fales à l'avant ou c'est... Tu as une chaussette comme d'hab, comme une chaussette quand même. Chaussette à SPI comme sur les classes 40. Okay. Et puis on a un petit système qui revient sur le bout dehors et s'il faut, on peut descendre la chaussette au moulin à café. Okay. En général, le grand SPI, je le fais à la main et le petit SPI, pour le coup, on fait comme ça. Okay. Donc c'est assez safe. Et puis voilà, il faut des techniques, être millimétré, bien pas se gourer. Mais moi j'aime bien faire ça. Ok. Et du coup, d'autres modifs, donc tu m'as dit que tu as reculé tous les poids, donc les ballasts aussi ont suivi, donc, le moteur. En gros, on a enlevé 450 kg dans le bulbe. Alors toi, la première année, pour enlever un peu de poids dans le bulbe, on a coupé le nez. Et puis on a remplacé par une forme en composite, pour pouvoir refaire la forme sans avoir le poids. Et puis la deuxième année, on devait faire nos contrôles de quilles. Donc tu sais, sur Engine IMOCA, tu dois débulber, donc enlever le bulbe du voile de quille, pour contrôler, et puis enlever les enduits et les peintures sur des zones de l'acier pour que ce soit contrôlé, radiographié. Et le bulbe, on doit contrôler les goujons de bulbe qui tiennent le bulbe au voile. Donc c'est-à-dire que tu enlèves le bulbe du voile, donc c'est un gros boulot, c'est pas une petite opération. Donc quand tu as fait ça, du coup le bulbe il est posé sur une plateforme, tu as la quille de l'autre, c'est quand même dommage de l'avoir là. Donc pour gagner 250 kg de poids en plus dans le bulbe, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis sur un plateau, envoyé chez un univers avec une nouvelle forme, et donc on a réusiné le bulbe pour gagner du poids. Plutôt que, donc du coup ça permet de diminuer la traînée et d'enlever du poids dans le bulbe. Donc hop. Il faut compenser du coup cette perte en... Là, on avait le mât en moins, le mètre de moins, donc on pouvait, on avait encore de la marge. Okay. Et en fait, il y a des périodes où tu fais des stabilités de jauge, des tests et tout, donc on a profité du moment où on devait faire tout ensemble pour modifier le moment.
En fait, l'idée, c'était de faire attention à ce qu'on dépense sur le bateau pour que ce soit fait au bon moment, que ça coûte le moins cher possible, et le plus malin possible. Et c'était vrai pour les voiles, ça a été vrai pour toutes ces opérations-là. D'accord. Donc ton bateau est prêt là. Et donc après, 3 ans de boulot sur ce bateau, on a beaucoup modifié le bateau à notre niveau, hein, parce que bon, tu prends un Charal ou d'autres, ils découpent le fond de coque, ils rajoutent 50 varilles, ils embauchent 15 mecs pour faire de la strat, et puis en 3 mois le bateau il est refait à neuf. Nous c'est pas notre cas, mais par contre à notre niveau on a fait beaucoup de modifs, et peut-être plus que tous les autres bateaux à dérive, je pense. On s'est battu pour que le bateau gagne en performance, et puis je crois que c'est ma philosophie aussi, moi j'aime bien quand les bateaux évoluent. Et donc ça c'était génial, et la dernière année par contre, l'année 2024, on n'a pas modifié le bateau. La 2024, c'était fiabiliser l'ensemble. Donc finir la demi-jeu de voile qu'on devait faire après la Jacques Vabre. Et l'avantage, c'est que j'avais demandé à Rémi Aubrin de courir la Java avec moi, qui est aussi le gars qui dessine les voiles chez Incidence, en tout cas un des gars qui dessine. Et c'est Rémi qui a dessiné toutes les voiles du bateau. Et donc c'est super d'avoir le mec qui dessine, qui navigue avec toi, parce qu'il connaît le bateau par cœur, il sait ta façon de naviguer, on peut échanger et ne pas être d'accord sur des trucs aussi, avec des arguments justifiés pour aller au mieux. Et donc quand on a un choix de voile, on sait vers où on veut aller et pourquoi on le fait. Et donc après on peut se tromper, mais au moins il y a une démarche, sur chaque voile qu'on a fait, il y a une belle démarche derrière. Okay. Donc ça c'était super. Et puis cette année on s'est mis au boulot pour fiabiliser tout ça, parce qu'on s'est aperçu aussi que faire une modif, ça engendre énormément de boulot derrière, parce que tu fais une modif de bateau, tu changes le comportement du bateau, tu changes les efforts à certains endroits, les points de ragage, tout ça. Donc au final, on a eu plein de petites problématiques qui sont créées, qui ont créé des avaries, qui ont créé des mauvaises performances de temps en temps, sur des petites bricoles qui ne s'étaient pas optimisées. Et donc l'année 2024, on a vu tout ça en amont, et l'année 2024, le but c'était de fiabiliser l'ensemble du bateau. Donc on a tout redémonté, les systèmes de safran, les points d'ancrage de trucs, les axes d'amure, les laquis, les machins, les axes de quilles, les ogives, les trucs, tout. On a essayé de démonter un maximum de choses, et à chaque fois que tu démontes, comme c'est un bateau qui a malgré tout une petite quinzaine d'années, tu trouves toujours des petits trucs qui vont pas. Et donc les 3 mois de chantier, les 2 mois et demi de chantier, après 2 transats, parce qu'on a fait la Jacques Vabre et le retour à la base. Derrière, on a 2 mois et demi de chantier comme tous les autres bateaux, et on est 40 comme ça. Tu te retrouves avec 40 bateaux en chantier, avec les 40 mêmes fournisseurs, avec tous les mêmes fournisseurs. Sur la quille, typiquement Hydro-M, ils font les quilles de tous les bateaux. Donc eux, ils ont 40 vérins à réviser en 2 mois et demi. Tu te retrouves avec JP3 qui fabrique les pièces de safran, les paliers et tout. Pareil, ils ont tous les mêmes bateaux à réviser. Donc en fait, tous les bateaux, les bateaux récents, les bateaux d'occasion, on se retrouve avec tous les mêmes fournisseurs. Et c'est une guerre pas possible pour récupérer son matériel et être à l'heure pour remettre à l'eau. C'était pour la Transat CIC, c'est ça? Exactement. Et donc ça, c'est assez compliqué quand tu es une petite équipe, c'est que tu te dis, tu mets à l'eau quand? On met à l'eau fin mars. Ok, une semaine avant, on te file les pièces. Et non, parce que tout arrive. Donc il n'y a pas que la pièce de là, il y a la pièce d'ici. Tout. Donc en fait, on se retrouve un peu à la bourre fin mars, parce que on a la même politique que tout le monde. Et du coup, avant de mettre à l'eau pour la CIC, on a le convoyage ici, c'est la seule nave qu'on fait avant le départ de Trinité anglaise. Donc c'est un peu border. Donc, du coup, on a un peu tous cramé, le bateau, il est prêt, mais pas comme on voudrait, parce que forcément, il manque un mois, hein, clairement. Et oui, on prend le départ de la Trente anglaise un peu en vrac, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ont été révisées. C'est ça qui est un peu vexant, il y a beaucoup de boulot qui a été fait pour optimiser, et au final, c'est pas comme on veut, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir. Du coup, on part sur 2 transats normalement, puisque la CIC est le retour. Et puis, avec le Vendée Globe à la fin, et puis tu dis, mais on est sur un circuit qui est complètement fou, là. Il y a une problématique énorme, c'est qu'on nous demande de faire un circuit et on n'est pas en mesure de préparer le bateau comme il faut avant. Et ça, je trouve que c'est problématique. Mais pour la course au 1000, tu n'étais peut-être pas obligé de tout faire, non? Alors pour la course au 1000, il fallait prendre le départ d'une transat. Voilà, ouais. Ouais, une transat, c'était la CIC. Tu prenais le départ puis t'arrêtais? C'était pas envisageable? Non, mais ça, moi, c'est pas mon délire, ça. C'est pas ton délire. Quand tu prends le départ d'une course, ça coûte 20 000 balles d'inscription. Et puis, c'est une belle course aussi. Moi, la 30 je l'ai fait 2 fois, avec des belles performances. Quand tu prends le départ d'une course, c'est pas pour arrêter dans 2 jours, c'est pour aller au bout du truc. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé, parce que 3 jours après, j'ai été contraint à l'abandon. Mais c'était pas le but du truc, moi ça m'a vraiment gonflé de faire ça, parce que c'est de l'énergie aussi d'être au départ d'une course. Donc partir pour arrêter quelques heures après, moi, même pour tes partenaires, pour tout le monde, c'est pas correct. Et il s'est passé quoi du coup? Il y a eu un petit problème de safran. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu que le bateau avait gagné en performance à certaines allures, et je voulais en profiter. Et donc j'ai réduit un petit peu tard à un moment donné, le bateau est un peu parti au loft, ce qui n'est pas bien grave, mais du coup le hook de safran a décroché et ça a forcé, et le bout dans le bloqueur qui tient le safran a pété aussi. Donc je me suis retrouvé avec le safran en l'air qui essaie de tourner sous pilote, avec un bateau au tas, et du coup qui force pas comme c'est prévu, et donc ça a cassé des pièces derrière. Alors une fois que le bateau est rétabli, donc tu as ta voile d'avant toute neuve qui claque comme ça, et tu as l'impression que tu vas la défoncer.
tu as le safran en vrac, tu te dis mais je vais tout péter derrière, et tu essaies de rétablir la situation, ça prend un petit peu de temps, et une fois que tu as rétabli tout le truc, tu te dis attends mais c'est quoi l'enjeu là en train de péter les voiles, en train de m'huiler les safrans, on se retrouve avec une équipe en face qui est complètement cramée, là il y a énormément de boulot pour tout remettre en route pour le Vendée, est-ce que c'est raisonnable? Du coup j'ai fait le choix de faire demi-tour, pour préserver le bateau pour le Vendée Globe. Et donc il est reparti en chantier. Donc on est retourné à Caen, on a finalisé tout ce qu'on devait finaliser, on est retourné naviguer mai-juin. On est avec Louis Guimard qui est dans le bateau, là, qui a beaucoup bossé sur le bateau. On est retourné faire une session d'une semaine pour tirer un peu sur le bateau, pour regarder tout ce qui n'avait pas bien marché avant la CIC, pour remettre ça au point. Et puis on ressort avec un bateau plus près qu'avant. Okay. Donc ça c'est vachement bien. Donc il y a eu du bonheur, enfin il y a bien dans sûr, le malheur, on s'est servi de l'abandon pour ressortir plus fort. Okay. Et fin juin, du coup, on remet le bateau en chantier comme c'était prévu, pour redémonter les petits trucs et finaliser tout ce qu'on devait finaliser. Donc le bateau est prêt? J'espère. Et donc c'est ton premier Vendée Globe. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi de partir comme ça seul Partir seul, ça change pas d'habitude. Mais pendant 80 jours, enfin 70 ou 80. Tu sais, moi ça fait 20 ans que je cours, 20 ans que je me bagarre pour arriver à ça. J'adore naviguer en solitaire. Ça m'inquiète pas plus que ça de partir de moi. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est d'oublier un truc. Par contre, ça, comme Bernard Stamm, une époque, c'est d'oublier ton sac de polaire quand tu arrives dans le sud. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, mais toi, l'inquiétude, c'est plutôt d'oublier un truc essentiel ou une pièce qui peut casser, que tu as ou pas en spare, que tu n'as pas mis dans ton truc. C'est un peu ça l'inquiétude. Et pour ça, je me suis accompagné de Miranda Meron, qui a beaucoup d'expérience, puisqu'elle avait fait son dernier Vendée Globe avec un bateau revenu en état magnifique. Et du coup, Miranda m'aide beaucoup dans cette démarche de comment on fait pour s'en sortir bien, pour être bien prêt au départ et tout. Et donc je suis content d'avoir tous ces gens-là, Marc Lefebvre aussi, du chantier 22, qui a beaucoup d'expérience, par des gens qui ont le vécu de toutes les merdes qui peuvent arriver. Donc là, la fin du projet se termine aussi avec des gens hyper compétents. Et ça, c'est hyper rassurant pour que le départ se passe en chaussons. C'est ça l'idée. Ton objectif premier des IMOCA Dérive? Je crois que l'objectif principal, c'est déjà d'arriver en bon état. Parce que quand tu vois ce qui peut arriver comme couille sur une transat, je me dis que sur un tour du monde, il va s'en passer des choses. Donc si déjà le bateau il arrive au Sable d'Olonne, je sais pas, fin janvier, début février, on ne sait pas quand, déjà ce serait une belle victoire. Et ensuite, dans les bateaux à dérive, on est assez nombreux. Et on est quelques-uns, on est 5-6 bateaux vraiment à se bagarrer sérieusement. Lazare. Ouais, Lazare, Monnayeur. C'est Marseille aussi qui n'a pas beaucoup modifié son bateau, mais qui est quand même dans les clous. Conrad aussi, qui a Bonbon Marin. En fait, ce qui est marrant dans les bateaux à dérive, là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une dynamique de performance. Et des gens qui se battent pour vraiment aller vite, ce qui était moins le cas sur les bateaux d'ancienne génération avant. Et là, il y a une vraie dynamique des bateaux à dérive et la course, elle en est passionnante. D'accord, il y a une course dans la course en fait. Et ce qu'on a vu déjà sur les routes du Rhum, les Jacques Vabre et tout, il y a toujours un mec à dérive dans les 10 premiers, ou dans les 10-12. Donc c'est-à-dire qu'ils continuent à optimiser leur bateau à dérive pour se mettre au niveau. Exactement, on est tous des coureurs d'autres circuits, classe 40, Figaro ou Mini machin. Donc il y a une vraie dynamique, c'est ça? Une vraie dynamique de compétition. Plus qu'il y a 4 compétition. ans par exemple sur les IMOCA à dérive. C'est ça. Ok, donc c'est chouette. Donc et on est nombreux. Tu trouves ton compte. Et on trouve notre compte en termes de perf, de régate. On n'est pas que là pour faire une aventure, on est aussi là pour se bagarrer ensemble. Il va le faire de façon raisonnable, mais comme les mecs en bateau foil, les mecs qui sont là pour gagner, ils doivent jouer entre limiter la casse et puis la perf, et puis en même temps être devant les autres. Nous, on a exactement le même boulot à faire. Ok, super. Bon, ça s'annonce palpitant. Et c'est Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA, qui nous avait dit à l'arrivée de la Jacques Vabre à la Martinique, on commençait à le voir, mais on s'en aperçoit déjà là, vous, avec vos bateaux à dérive, vous allez aux mêmes performances que les mecs qui gagnaient avec ces bateaux-là il y a 10 ans. Et donc vous mettez la même énergie que les coureurs qui ont conçu ces bateaux-là pour faire de la gagne. Et donc votre course, elle est passionnante. C'est chouette, c'est le mot de la fin, je trouve ça parfait. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Oui. Louis, pardon. Luc. Je couperai ça.